Vous l'aurez compris, avec les débuts de la guerre de 100 ans, on va pas mal parler de l'Angleterre dans les prochaines vidéos. Et c'est pour ça qu'on va ici tourner rapidement notre regard vers le Saint-Empire et la papauté, qui ne se sont pas montrés trop envahissants depuis quelque temps. En 1347, c'est le règne de l'empereur Charles IV qui commence. C'est lui notamment qui fait rayonner Prague en y faisant construire son université et le pont Charles. Mais son principal succès est la Bulle d'or de 1356, un texte qui met enfin un peu d'ordre dans la question de la succession de l'empereur. Désormais, l'empereur n'est plus élu que par 7 princes électeurs bien définis, parmi les plus puissants des nobles impériaux. En outre, il n'est fait aucune mention du pape, ni du couronnement par le pontife de l'empereur élu. Avec ce texte, le Saint-Empire laisse de côté son caractère ecclésiastique, il se recentre sur son rôle de puissance germanique, et le pape ne peut plus s'inviter dans l'élection de l'empereur. Désormais, il n'y aura plus de conflit entre pape et empereur pour la place de chef suprême de la chrétienté. Aux alentours de 1346, une maladie apparaît dans le sud de la Russie, alors dominée par la Horde d'Or. Due au bacille Yersinia pestis, elle se caractérise par une mortalité très importante. La Pax Mongolica favorise sa diffusion vers l'Asie de l'Est. Les troubles qu'elle provoque affaiblissent les royaumes présents et accélèrent l'effondrement de la dynastie mongole des Yuan, gouvernant la Chine depuis Kubilai Khan. La dynastie des Ming prend alors le pouvoir pour 300 ans. Dans la ville de Kaffa, sur la mer Noire, des marchands génois sont assiégés par les Mongols et la maladie se répand dans les deux camps. Une fois la trêve signée, les Italiens sont libres de repartir et la maladie va se répandre dans tout l'Occident, de l'Afrique du Nord à la Scandinavie, de l'Irlande à Constantinople. Pendant une dizaine d'années, la peste noire, car tel est son nom, tue des dizaines de millions de personnes et près de la moitié des Européens en meurent. En France, la première partie de la guerre de 100 ans vient de s'achever et la peste met un terme aux opérations militaires. Les Français ont subi 2 défaites cuisantes à l'Écluse et à Crécy, Calais est aux mains des Anglais, l'Écosse est hors jeu pour un temps et la Bretagne est en proie à une guerre de succession. Sur ces entrefaits, Charles de Navarre succède à sa mère en 1349. Il détient le royaume de Navarre, le comté d'Angoulême et le comté d'Évreux, mais il ne peut accepter la perte de la Champagne ni celle de la couronne de France. Quant au nouveau roi de France, le fils de Philippe VI, il doit rétablir la situation et restaurer la confiance en la maison des Valois s'il ne veut pas voir sa position s'affaiblir dangereusement. Jean accède au trône après la mort de son père en 1350 et il se fait couronner le plus vite possible pour ancrer la légitimité de la branche des Valois sur le trône de France. La mauvaise tournure qu'a pris la guerre contre le royaume d'Angleterre n'est pas une bonne pub pour la jeune dynastie et les 2 prétendants à la couronne de France s'enhardissent. Édouard III, le roi d'Angleterre, le fils d'Isabelle de France, et Charles de Navarre, le fils de Jeanne de Navarre. Jean II épouse Bonne de Luxembourg, de laquelle il a 7 enfants qui atteignent l'âge adulte. À la mort de sa femme, peu avant son accession au trône, il se remarie avec Jeanne d'Auvergne. Jean II est roi de 1350 à 1364. Si l'on regarde ce que les chroniqueurs ont gardé de lui, il était un colosse épris de littérature et de musique, volontiers dépensier, mais dont les actes révèlent une nature brutale, impulsive et sans grande clairvoyance. En sont témoins plusieurs exécutions sommaires et bâclées qui émaillent son règne. Son surnom n'est donc, comme d'habitude, qu'un coup de pub. Jean le Bon n'est pas plus bon que Charles le Mauvais n'est méchant. Ce sont de simples constructions historiques basées sur la partialité des sources qui ont gagné la bataille médiatique médiévale dans un monde où les puissants sont de toute façon des êtres volontiers despotiques. Si on veut retenir un événement marquant du règne de Jean, le mieux est de se souvenir que c'est lui, le roi qui a vu la défaite française de Poitiers, durant laquelle il est fait prisonnier avec de nombreux nobles. Cette défaite est responsable de la paix de Brétigny, qui cède rien de moins qu'un quart du royaume de France à l'Angleterre. Ces 2 désastres pour le pays font que le règne de Jean II est considéré par beaucoup comme le pire de l'histoire de France. Sur la carte, petite modification. D'abord, en devenant roi, les domaines de Jean retombent dans le domaine royal. Ensuite, les comtés de Luxembourg et de Bar deviennent des duchés. Mais surtout, la Bourgogne change de main.
Le duc Eudes IV de Bourgogne meurt quelques années après sa femme Jeanne, la comtesse de Bourgogne et d'Artois. Leur fils Philippe de Rouvre hérite de ces riches territoires, mais il meurt de la peste en 1361. La branche capétienne de Bourgogne, qui régnait depuis le règne de Henri Ier, c'est-à-dire depuis 300 ans, s'éteint avec lui. Jean II récupère le duché de Bourgogne, tandis que Marguerite de Bourgogne, la cadette de Philippe V le Long, hérite des comtés de Bourgogne et d'Artois. Comme le domaine royal devient bien grand à gouverner, Jean dote peu à peu ses enfants de grands apanages. Son aîné Charles, déjà dauphin, devient duc de Normandie. L'Anjou et le Maine sont donnés au cadet Louis, et le puis-né Jean se voit octroyer le duché d'Auvergne, le comté de Poitiers et le duché de Berry, constitués pour lui. Reste le benjamin Philippe, surnommé plus tard le Hardi, qui obtient le duché de Bourgogne. Le règne de Jean II s'inscrit entièrement dans le contexte de la guerre de Cent Ans, et nous allons donc en faire un tour d'horizon. En Bretagne, la guerre de succession continue entre Jean de Montfort, soutenu par Édouard III, et Charles de Blois, investi par la France. Il en résulte que le duché devient une terre en lutte permanente, sillonnée par les partisans de chaque camp qui, laissés à eux-mêmes, se livrent à des escarmouches et des coups de main. Ce terreau est propice à l'apparition d'aventuriers et de bandits qui, se revendiquant parfois d'un camp ou de l'autre, en profitent pour rançonner le pays. En Guyane, la situation est un peu pareille. La guerre est partout et personne ne sait plus exactement où se trouve la frontière, tandis que des bandes de seigneurs et de soldats démobilisés pillent le pays depuis des repères fortifiés. Aucun roi n'a vraiment les moyens d'affirmer son emprise sur le terrain et chacun laisse faire. En Écosse, le roi David Bruce a été capturé suite à la bataille perdue de Neville's Cross. Il y a statu quo au nord, sans offensive particulière de l'un ou l'autre royaume. En Flandre, Louis de Male a succédé à son père mort à Crécy. Sa politique de bascule lui permet de garder son comté hors des grandes tensions qui agitent la France. Il joue des rivalités entre les grandes villes flamandes pour les faire rentrer dans le rang, et il réussit à transiger avec la France et l'Angleterre pour se tailler une place particulière dans le conflit. Vassal de France, il reste neutre et en paix avec l'Angleterre. Voilà donc le tableau au début du règne de Jean, qu'il inaugure en faisant exécuter le connétable sous prétexte de trahison, pour le remplacer par son favori, Charles d'Espagne, à qui il offre le comté d'Angoulême, qui n'avait jamais été concrètement cédé à la famille de Navarre. À sa cour, le roi est entouré de conseillers rapaces qui bâtissent d'immenses fortunes sur ses faveurs. 1352 est une mauvaise année pour le roi. En Aquitaine, les Anglais gagnent du terrain, de même qu'en Bretagne, où Jeanne, la femme de Charles de Blois, finit par transiger. Elle offre à Édouard III la paix et la neutralité si son mari est reconnu duc. Édouard III abandonne la cause de Montfort, reconnaît Charles de Blois comme duc et laisse la Bretagne se débrouiller avec les aventuriers et les brigands qui y pullulent et qui ne veulent pas arrêter leur juteux commerce pour si peu. En 1354, les choses se compliquent par l'arrivée sur la scène politique de Charles de Navarre, dit le Mauvais, le fils de Philippe d'Évreux et de Jeanne de Navarre, qui a de sérieuses raisons d'en vouloir à Jean et à son père. Frustré de la couronne de France et de la Champagne par Philippe VI, il n'a jamais reçu la dot de sa femme, qui est la sœur du roi, et le comté d'Angoulême, qui n'a jamais été donné de fait à ses parents et a été confisqué pour être donné à Charles d'Espagne. Trop, c'est trop. Il rassemble les mécontents autour de lui et fait assassiner Charles d'Espagne, puis, pour se protéger de Jean II, commence à traiter avec les Anglais. Pris de peur, le roi de France pardonne à Charles et lui accorde des terres en Normandie. Les belligérants se préparent, la guerre menace de reprendre de plus belle. En 1355, Édouard de Woodstock, le prince de Galles, l'héritier d'Édouard III, qui sera plus tard surnommé le prince noir, lance une chevauchée destructrice dans le sud. Partant de Bordeaux, il ravage tout sur un front de quelques dizaines de kilomètres, atteint Béziers et repart en sens inverse. Il revient à Bordeaux, chargé d'un butin considérable, ayant semé panique, terreur et destruction derrière lui. 1356 est une année charnière. La France est secouée par des troubles, les provinces en ont assez de payer sans voir d'amélioration dans la conduite de la guerre. Jean II fait irruption au cours d'un banquet organisé par son fils et fait emprisonner Charles de Navarre, ce qui fait passer le royaume pyrénéen du côté de l'Angleterre. En août, les armées anglaises et françaises manœuvrent dans le Poitou et elles se rencontrent le 18 septembre près de Poitiers.
Les 11 000 Français sont disposés en 3 lignes au bas d'une pente couverte de haies. Les 6 000 Anglais en haut selon la tactique habituelle. 3 corps d'hommes d'armes flanqués d'archers. Le 19, les vivres étant épuisés, le prince noir décide la retraite et le corps de gauche commence à se replier. En réponse, les cavaliers français sur les ailes se mettent à charger et, gênés par les haies, ils tombent sous les flèches tandis que la première ligne française avance. Gênée par les fuyards, elle atteint finalement les Anglais. La mêlée fait rage pendant 2 heures avant que la première ligne française ne se retire, suivie de la seconde. Le roi Jean, seul avec la 3e ligne, se fait encercler et le souverain est capturé. Pour les Français, la bataille est un désastre. 2500 tués, dont le duc de Bourbon, et 3000 prisonniers, quelques dizaines de morts pour les Anglais. Jean II, capturé, est amené à Bordeaux avec son fils Philippe, où le prince noir célèbre son triomphe. Le roi prisonnier, c'est le dauphin Charles, âgé de 18 ans, qui prend la régence, alors que Paris est en ébullition. Depuis sa prison, Jean II conteste toutes les mesures prises par son fils et, devant le manque d'empressement dans le rassemblement de sa rançon, il envoie un représentant pour ordonner que tout nouvel impôt levé ne soit dédié qu'au paiement de sa libération. Transféré à Londres, Jean assiste aux côtés d'Édouard III à l'anarchie qui s'empare de la France. Paris est contrôlé par des commerçants révoltés, les zones de guerre voient se côtoyer aventuriers, brigands, mercenaires et soldats réguliers, et par-dessus tout ça, Charles de Navarre libéré se fait attribuer des terres. Jean promet tout au roi d'Angleterre pourvu qu'on le laisse rentrer en France, quitte à dépouiller le royaume. En 1359, Édouard III débarque en France pour une grande chevauchée, mais les villes se barricadent sur son passage et l'armée, n'ayant pas les outils pour mener un siège, en est réduite à battre la campagne. Après un échec sur Reims, Édouard resserre le nœud autour de Paris et on négocie à Brétigny. En échange de sa renonciation à la couronne française, Édouard III reçoit en pleine souveraineté rien de moins que la Gascogne, le Poitou, le Limousin, la Saintonge et les environs de Calais. La paix de Brétigny est un véritable dépeçage du royaume et personne n'en est satisfait, sauf Jean II qui peut revenir en France pour rassembler lui-même sa rançon. Le pire est que la signature ne mène même pas à la paix. Les escarmouches et les coups de main continuent et les soldats mercenaires démobilisés vont se réunir en grands groupes et se reconvertir dans le bricandage et le rançonnage. Ce sont les grandes compagnies. Pendant 4 ans, c'est dans ce climat étrange de paix plus malheureuse que la guerre que Jean II va essayer de rassembler sa rançon alors que la cession des territoires aux Anglais et la remise des prisonniers est un véritable casse-tête. Jean II part négocier à Londres en 1354 et c'est là qu'il s'éteint. Jean II meurt le 8 avril 1364 à l'âge de 44 ans.